Bien, je vous propose de commencer. Bonjour à tous. Alors, je crois qu'on est sur la dernière ligne droite de ce bel événement. Merci d'être là pour cette dernière table ronde, dernière série de tables rondes. On a un petit peu poussé par les derniers événements SolarWind, mais pas que, décidé de consacrer notre table ronde à la sécurité logicielle. Alors, effectivement, c'est un vaste sujet. Depuis les origines de la sécurité qu'on n'appelait pas encore numérique, on s'est installé finalement dans une sorte de fatalité de la médiocrité logicielle, d'un point de vue de la sécurité, évidemment. Le nombre de vulnérabilités identifiées est en augmentation exponentielle, on y reviendra tout à l'heure, à tel point que les RSSI que vous êtes, ils sont obligés de faire des choix, et parfois des choix pas toujours heureux, parce qu'il n'est pas possible de tout patcher. On voit par ailleurs des dépenses en matière de sécurité, de sécurité exploser, mais c'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on consacre énormément de budget finalement à gérer ces vulnérabilités. C'est presque devenu une habitude, depuis 30 ans. On nous envoie régulièrement des mises à jour logicielles et les fameux patchs, et on a créé tous plus ou moins des usines à gaz pour les gérer au plus proche de leur publication. On a vu apparaître il y a quelques années le DevOps, avant qu'il ne devienne DevSecOps, qui n'a pas arrangé la situation, puisque le logiciel qu'on produit dans les entreprises est également désormais vulnérable. Et du coup, SolarWind nous a un peu éveillé sur finalement cette problématique de la sécurité logicielle que l'on achète, les logiciels que l'on paye, et qui finalement nous envoie des mises à jour très régulières auxquelles on est fatalement obligé de faire confiance, puisque je connais personne qui teste la qualité du code des mises à jour logicielles que nous recevons. Donc du coup, tout ça est un bon ingrédient, je dirais, à ces attaques, on va dire, de très grande envergure, parce qu'il suffirait qu'en effet un logiciel très populaire soit piraté pour que la Terre entière le soit en même temps. Alors, évidemment, la sécurité logicielle à 100%, ça n'existe pas. Mais est-ce qu'il faut forcément se résigner à ne rien faire ? L'idée, c'est que, évidemment, on ne va pas être dans la théorie du yaka, mais le Césin pense qu'il est temps au moins de réfléchir à des solutions. Alors, cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer va permettre de lancer le débat, et on va essayer, j'espère, d'identifier quelques axes d'amélioration. Et je voudrais quand même souligner que cette table ronde de 45 minutes, on va la développer pendant 2 jours pendant notre congrès qui aura lieu à Reims les 7 et 8 décembre prochains. Ça, c'était la minute publicitaire. Et on aura en effet 2 jours en format plénière et atelier pour en débattre. Alors, pour débattre de ce sujet, j'ai 3 compères que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, on va commencer par Philippe Loudneau, donc RSSI Pays de Loire. Ensuite, Didier Gras. Non. Délégué cybersécurité des Pays de la Loire. J'ai des RSSI. Pardon. T'as raison. Ça change tout. Didier Gras, donc RSSI chez BNP Paribas, et Éric Singer, RSSI chez Schneider Electric.
Alors, je voudrais bien qu'on commence éventuellement par un état des lieux. Didier, grâce à toi, nous sommes partenaires du CERT IST qui produit ce que fait un CERT, mais aussi des études sur les tendances, en particulier en matière de vulnérabilité. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à ces sujets-là. J'ai dit tout à l'heure que les chiffres étaient exponentiels. Est-ce que tu peux le confirmer ? Très rapidement, je voudrais dire, le nombre de vulnérabilités explose effectivement et on a déjà atteint le record de 2020. 2, nous avons atteint au mois d'octobre le record de vulnérabilité 0D. 3, il y a une augmentation sensible de vulnérabilité considérée à un moment donné comme mineure au moment de la déclaration de la diffusion, mais qui est, je dirais, rehaussée lorsqu'on trouve des exploits sur Internet. 4, on commence à avoir de plus en plus, parce que c'est ça finalement sur lequel on va aborder le sujet, c'est que l'application des patchs de sécurité est loin d'un fleuve tranquille et donc génère derrière un certain nombre d'incidents de production. Bon, quand on dit ça, vous voyez, je dirais que le débat est posé. On dit souvent, et on le dit notamment lors du congrès chaque année, il y a une longue litanie sur les vulnérabilités. Et l'objectif, là, on va essayer d'apporter quelques pistes de réflexion. C'est face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces montagnes de vulnérabilité ? Je disais tout à l'heure qu'on avait tous installé des usines à gaz pour les gérer, qu'on était parfois obligé de faire des arbitrages. Donc c'est grave de faire un arbitrage en matière de gestion de vulnérabilité, parce que ça veut dire qu'on laisse peut-être des trous béants. Comment vous faites dans vos entreprises respectives ? Je peux peut-être commencer par Eric. Ouais. Donc merci Alain. En fait, c'est intéressant que aussi un constructeur soit aussi là, parce qu'on est à la fois fournisseur et utilisateur. Donc on fournit des systèmes, bien sûr, qui doivent être patchés, qui ont des vulnérabilités, et on utilise, bien sûr, des systèmes qui doivent être Windows et autres, qui doivent être mis à jour. Une boîte comme Schneider Electric est de plus en plus concernée. Est-ce qu'on fournissait avant des boîtiers de gestion d'électricité, et maintenant c'est plutôt de la gestion de l'énergie, des solutions d'automatisation industrielle qui gèrent l'efficacité énergétique. On est de plus en plus dans la digitalisation, on est carrément dans la digitalisation. Nos systèmes permettent de pouvoir être opérés et maintenus à distance, ce qui implique bien sûr de les patcher, de les mettre à jour. Alors pour faire ça, pour s'assurer que nos systèmes sont sécurisés, pour s'assurer que nous sécurisons l'intérieur, il faut avoir une démarche globale. Démarche globale de sécurité, ça passe par toute l'infrastructure et toute la population de l'entreprise. C'est pas uniquement, il me semble, pour gérer des vulnérabilités, que nous soyons quelque chose qui vienne de l'informatique, mais soit quelque chose qui doit être vu globalement par l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ça passe bien sûr par le développement, ça passe par la sécurité des métiers. J'entends par exemple, si on est industriel, par la sécurité des usines, parce que ce que l'on produit, ce que l'on livre doit être sécurisé. Mais surtout, la sensibilisation des collaborateurs. Donc là, ce temps-ci, c'est le mois de la cybersécurité. C'est très important que tout le monde comprenne, soit sensible à la cybersécurité et comprenne les enjeux qu'ils ont. Donc une fois de plus, c'est pas un sujet uniquement technique. Et je pense qu'il faut avoir une approche type NIST avec donc identification, protection, détection et réponse. C'est super important de manière à pouvoir d'avoir une approche basée sur les risques d'abord, avec prioriser
les risques basés sur un registre de risques. C'est ce que je préconiserais, de manière à bien sûr avoir des systèmes techniques qui patchent tout ça, qui patchent les systèmes, mais qui puissent aussi patcher en priorité ce qui est le plus risqué. Quand on identifie un zero day, de pouvoir typiquement même le week-end, la nuit, pouvoir les patcher très, très rapidement. Donc c'est basé à partir de ces risques, et mettre aussi des outils, des politiques qui doivent être ces politiques qui doivent être adressées au plus haut niveau de l'entreprise, et les risques doivent être aussi pris en compte, et c'est ce qu'on en fait par les membres du COMEX. Donc si c'est bien compris que la sécurité est un élément à part entière du COMEX, il me semble que par infusion, c'est ce qui marche, la sécurité va être patchée, prise en compte par les développeurs, entre autres. Donc, il faut systématiser cette approche de gestion d'incidents, de détecter, et puis c'est un peu l'approche que j'aurais, qui est dans le process. Alors, je suis plutôt dans l'urgence. Hein. Je ne te cache pas, Eric, qu'on n'a plus le choix, quoi. Avant, on pouvait se dire, là, c'est moins risqué, etc. Il faut appliquer. Il faut gagner du temps, c'est-à-dire, effectivement, il faut patcher le plus urgent, le plus risqué, etc. Et c'est pas pour rien que hier, on a attribué le prix de l'innovation à Acuity, parce qu'on a besoin d'appréhender le risque, mais au final, il faut tout patcher, quoi. Peu importe, finalement, l'asset. Parce qu'en cas d'incident, on est un peu le roi des cons en tant que RSSI, si on s'aperçoit finalement que ça n'a pas été patché, mais le correctif existe. Bref, on rentre à chaque fois dans des débats incroyables. Non, faut tout patcher. Mais du coup, comment on fait? Parce que finalement, c'est souvent un sujet d'infra, tout ça, et d'informatique tic-tic. Donc Philippe, toi qui as un périmètre extrêmement étendu et pour le coup hétérogène, comment on fait quand on a quelques collectivités locales en particulier? Alors, entre mon ancien positionnement et les collectivités locales, les TPE, PME, effectivement, de grandes difficultés. D'abord, de sensibilisation. Deux, aujourd'hui, on a de plus en plus de systèmes, notamment sur l'informatique de production. Je rejoins ce que disait Eric. À un moment donné, autrefois, on faisait un operating system où on faisait le système numérique à façon. Aujourd'hui, on se repose sur du Microsoft, sur du Linux, pris sur étagère, et puis voilà, point barre. Et de plus en plus, on développe de façon assez rapide, puisqu'il faut aller très rapidement, des systèmes qui sont en plus adhérents au dispositif. Alors, dans les administrations, par exemple, on a quelques grandes applications majeures, interministérielles par exemple, qui ne peuvent tourner que sur de l'IE6. Donc, aller patcher ça, un petit peu gênant, si on patch, ça ne fonctionne plus. Particulièrement sur les dispositifs et tout ce qui est informatique de production. Là également, peut-on patcher? Si je prends le monde médical, tout le monde brandit, bah oui, mais vous allez perdre si vous touchez à mon matériel, à l'agrément de santé. Vous avez des dispositifs de production industrielle. Je prends une boîte qui s'est fait pirater en Vendée. Le propriétaire ou le constructeur de la chaîne de fabrication dit bah oui, mais vous perdez toute garantie. Et puis, s'il y a un problème après derrière, débrouillez-vous. Donc c'est toujours très compliqué, patcher ou ne pas patcher. Je rejoins par contre la position effectivement de Didier. C'est patcher dès que c'est faisable. Malheureusement aujourd'hui, au regard de la faiblesse des codes et de ce qui est donné assez régulièrement, pour des questions de coût, des questions d'économie. Et puis aujourd'hui, il y a plus de... On ne regarde plus l'espace mémoire, l'espace disque, etc. Donc on code rapidement, n'importe comment. On ne fait plus ce que l'on appelait autrefois, je fais partie des vieux, du code propre, parce qu'on a été contingenté par la mémoire, par la place, et on faisait gaffe à ce que l'on codait, même s'il y avait des vulnérabilités. On le savait très bien, mais... Aujourd'hui, il n'y a plus cette possibilité-là. Et on est en train, surtout aujourd'hui, de mettre de jolis pansements sur des jambes de bois. Et on traite ce qu'on ne devrait pas faire, ce qu'on évite de faire en médecine.
suis désolé, je prends toujours des images médicales, mais j'ai trop travaillé là-dedans. On traite le symptôme, mais on ne traite pas la cause. Et qu'à un moment donné, il va falloir que l'ensemble des fournisseurs, que ce soit du logiciel, de gestion, du système, d'infrastructure, réseau, etc., du système pour l'OT ou l'IoT, prennent conscience qu'il faut faire et réaliser un crash test, secouer un peu la solution dans tous les sens. Certes, ça ne donnera pas une garantie à 100%, mais également pouvoir garantir un minimum de mise à jour en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir suivre les choses sans avoir un système complètement figé qui est intouchable. Alors, je disais en intro, finalement, cette transformation numérique que nous vivons, l'agilité, la formidable invention qui a été le DevOps, a finalement, enfin le sentiment que j'ai, c'est que ça a finalement réintroduit de la vulnérabilité là où il y en avait éventuellement plus, parce qu'on avait éduqué nos programmeurs, on les avait tous envoyés en formation au WASP, j'en passais des meilleurs, et ils finissaient quand même par nous sortir du code à peu près sécure, et bing, on fait du DevOps, on fait venir des étudiants, on fait venir des stagiaires, on fait venir des gens qui ont tout appris, sauf coder de manière sécurisée. Alors derrière ça, effectivement, on invente le DevSecOps pour injecter un peu de sécurité dans tout ça. Mais est-ce que finalement, enfin, quel est votre constat dans les entreprises? Est-ce que tout ça finit pas par coûter très cher finalement, cette agilité qu'on veut donner en effet à du logiciel qui est parfois presque du logiciel jetable, mais le temps qu'il vive, ce logiciel-là, il est porteur de vulnérabilité. Donc Didier, comment tu appréhendes cette question enfin, sans nous parler du DevSecOps chez BNP Paribas, mais comment tu abordes ce problème de dégradation finalement de la qualité logicielle qu'on produit dans les entreprises? C'est pas le coût qui est des vulnérabilités. Encore une fois, on est des industriels et on doit y faire face. Ce qui me perturbe, c'est deux choses. La première, c'est que il y a une aggravation des vulnérabilités découvertes. C'est-à-dire qu'on en parle peu, on est focalisé sur des critères comme le CVSS, etc. Mais quand on regarde la part de CVSS plus 9, les plus critiques, le volume, il est incroyable. Je ne sais pas où, enfin, vous le vivez tous les jours dans vos entreprises. Donc il y a ça qui m'inquiète, c'est quand ça sort, non seulement il y a le volume, mais ça touche de plus en plus vers les couches hautes, c'est-à-dire la conception de certaines briques essentielles et que l'on partage tous dans nos entreprises. Ça, il y a le premier phénomène. Le deuxième phénomène, il ne faut pas se leurrer, bien sûr que WASP est toujours d'actualité, mais on revient d'une période où il n'y avait plus de développeurs en France. Donc il est évident à un moment donné qu'il faut le temps que la filière se recompose en France, qui est le cas, on est en train de miser beaucoup dans des écoles. Et puis, encore une fois, il faut distinguer aussi, bien sûr qu'il faut des développeurs, mais il faut aussi des ingénieurs logiciels. On en parle peu de ça. C'est-à-dire que c'est bien beau de coder, et souvent c'est de la recopie, je prends une brique, une librairie, ceci, par-ci, par-là, mais ce dont on manque aussi énormément, qu'on n'aborde absolument pas, c'est l'ingénieur logiciel, c'est-à-dire la partie conceptuelle. Et je pense que c'est là un peu le cri d'alarme, c'est-à-dire qu'on le voit, ça arrive à tout le monde, des erreurs, des vulnérabilités de configuration, d'exploitation, voire d'implémentation. Mais ce qui est le plus dramatique aujourd'hui, c'est la conception de certaines briques essentielles utilisées par tous. Et ça demande des ingénieurs, de logiciels. Mais du coup, chez toi, Eric, tu disais tout à l'heure que vous étiez producteur de logiciels, et Dieu sait si effectivement vos logiciels ont intérêt à être exempts de vulnérabilités trop criantes. Du coup, comment vous faites? Vous avez boycotter le DevOps ou développer de manière encore, je dirais, traditionnelle avec... Non, t'as pas le choix. Non, mais je parle de... Vas-y, rien. Mais t'as pas le choix. C'est pas toi que je pose la question. Tu peux pas dire aujourd'hui l'agile, le DevOps... Non, et on ne peut pas comparer. Alors peut-être un moment, il est vrai que dans le développement agile, on oubliait la sécurité. On voulait aller vite, il y avait des sprints, en effet, et on sprintait sans ceinture de sécurité. Et donc je pense que maintenant, par défaut,
l'agilité, c'est une opportunité d'intégrer la sécurité dès le début. Et comme tu le disais, Didier, ça passe par les ingénieurs et ça passe par leur formation. Leur formation de développer proprement et de manière qualitative et de manière avec de la sécurité, intégrer ça dans le DevSecOps. Et pour moi, on ne va plus parler de DevOps, on va parler uniquement de DevSecOps, parce que c'est de base, ça doit être sécurité. Concrètement, mon point, c'est comment on fait on passe du DevOps au DevSecOps. Est-ce qu'on injecte finalement des outils qui font de l'audit de code en permanence? Est-ce qu'on... Tu trouves des développeurs? Oui. Deux, tu les formes à la Sécu. Parce que c'est partie prenante. Ce n'est pas les gens de la Sécu qui, à un moment donné, vont interrompre un flux agile en disant « c'est nous qui sommes là ». Non, c'est véritablement le développeur. Mais c'est tout? Non, la recette. Le problème, il est là. Et le contrôle, peut-être, je pense que pour ajouter ça, il est nécessaire de mettre du contrôle et que vos fournisseurs, les fournisseurs doivent être contrôlés. Et ils doivent avoir des certifications de sécurité minimum et on pourra faire du contrôle. On doit pouvoir, comme vous disiez, comme on disait, pouvoir un peu remuer les choses pour checker la sécurité, pour faire des pentests ou au moins montrer que le système a bien été développé correctement. Voilà. Mais je voudrais pas, je suis pas commercial chez les vendeurs de scan logiciel, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de solutions qu'on le vend en poupe. Et aujourd'hui, présenter aux assises. Auditer de manière permanente le code est quand même la meilleure éducation qu'on peut donner aux développeurs. Parce que quand ils développent un code pourri et qu'on leur sort un paquet comme ça de vulnérabilité, le coup d'après, ils programment un peu mieux qu'avec leur pied. Je pense qu'il y a beaucoup de projets où on confond méthode agile et méthode de Gilles. À un moment donné, je pense qu'il va falloir, effectivement, je rejoins Didier complètement, c'est que l'on retrouve des gens capables de pouvoir concevoir du logiciel ou de l'applicatif en prenant vraiment toutes les parties prenantes. Alors je vais vous prendre un grand réseau, je ne nommerai pas lequel, enfin un grand système d'information, je ne dirai pas lequel, qui est récent, qui va être récent, puisqu'il va être mis bientôt en prod, où tout le monde s'est mis d'accord pour dire, ok, s'il y a un problème de liaison téléphonique, enfin de liaison à un moment donné entre deux applications, entre deux villes, etc., on fera un backup sur du réseau téléphonique. Bon, le RTC, c'est juste mort. Donc à un moment donné, il faut aussi que les gens se mettent en veille. On a l'impression qu'ils ont appris à l'école certains trucs, qu'ils régurgitent ça pour une application, ils revendent ça, mais sans aucune intelligence. Je dirais, à un moment donné, il faut effectivement former ces gens à la sécu, voire limiter les vulnérabilités, mais surtout arrêter de prendre les briques logicielles comme argent comptant sans comprendre ce qu'elles font. Donc je peux récupérer des bibliothèques, sur Internet, il y en a plein. Et puis également échanger une partie de mes bibliothèques à moi, alors qu'on échange sur GitHub, sur ce qu'on veut. Donc également, là aussi, ça mine d'informations pour les pirates, parce qu'on voit grosso modo ce que vous voulez faire à l'application, ce qui permet de prendre la température et de voir là où il y a des vulnérabilités et de les exploiter par la suite. Et du coup, si on quitte un peu ce périmètre interne de la production logicielle, le mode SaaS aujourd'hui, alors on va laisser de côté les gros providers de logiciels qui ont, je dirais, proportionnellement le nombre de vulnérabilités proportionnel à la taille du logiciel. Je ne vais pas vous faire un dessin à qui je pense, mais et ça, il y a une espèce d'industrie autour de ça, et je pense qu'effectivement là, il va couler de l'eau sous les ponts avant qu'on arrive à juguler cette hémorragie. Mais moi, je veux parler des SaaS qu'on achète par paquet de 10, parce que c'est le petit truc qu'on ne veut plus faire nous-mêmes et on achète la solution SaaS qui va bien. Moi, d'expérience, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, quand on faisait un test d'intrusion sur une solution comme ça, en général, c'était une boucherie. On rentrait comme dans du beurre.
Et puis du coup, derrière ça, c'est des vols de données à la clé, parce qu'on s'étonne que des données soient piratées dans les applications, mais en même temps, si on laisse des gruyères s'installer dans notre patrimoine, on peut en effet avoir des mauvaises surprises. Du coup, comment, je m'adresse à toi Didier, comment tu appréhendes cette question-là, où j'imagine dans ton entreprise les petits bouts de SaaS qui vont héberger à la fin peut-être des données très sensibles. Comment tu fais pour appréhender cette, pour le coup, je pèse mes mots, mais cette médiocrité dans le développement? Je pense qu'on va revenir sur quelque chose. Je pense que ça a été un peu à la mode. En tout cas, je l'ai beaucoup entendu aux assises. Le shadow, l'inventaire, on en est encore là en 2021, c'est déjà de voir quel est ce système d'information étendu. Et on a encore en 2021 de sacrées surprises, et on en a parlé longuement au sein du Césin sur la notion de shadow. Alors ça c'est pas fun, mais ça rentre dans le cadre de nos responsabilités, c'est d'identifier l'empreinte numérique dans son entreprise. Je vais arriver à la réponse. Oui, mais ça commence par ça. Moi, je parlais déjà de ce qui était connu. Alors déjà, ce qui est connu, c'est tout simple, c'est que déjà, on continue toujours. Comme on ne sait pas, hormis quelques acteurs qui jouent le jeu avec l'ANSSI, qui obtiennent un certain nombre de certifications, etc., mais la très très grande majorité ne présente pas ce genre d'engagement. Et on le voit en ce moment, lorsqu'on travaille sur les contrats, on met des SLA, un grand acteur qui commence à mettre des SLA avec un petit acteur, on voit bien derrière les conséquences, ça ne va pas du tout. Il est clair que ça ne va pas du tout. Après, quand on pose ça, j'ai travaillé... le problème, c'est de massifier et finalement, on ne peut pas adresser une centaine d'opérateurs SaaS à la fois. Il faut faire ses choix, c'est-à-dire ceux qu'on va bannir et puis ceux qu'on va rehausser et accompagner. C'est aussi notre rôle d'accompagnement de l'écosystème. Et on le fait. On le fait pas sur une grande masse, mais on le fait avec quelques acteurs. Donc c'est dur au départ, parce que ce que tu as connu, c'est-à-dire les tests d'intrusion et autres, systématiquement c'est catastrophique. Et je pense qu'on devrait les partager les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne sert à rien qu'à 10 on débarque sur le même acteur. Souvent, il faut développer l'écosystème français voire européen. Il faudrait peut-être partager ces éléments-là pour pouvoir dire, voilà, moi j'ai trouvé ça, mais il s'améliore, mais du coup ça sert à rien qu'un autre déboule et refait. Parce que c'est autant de charges à répondre. Ils veulent bien faire, les acteurs français et européens, ils veulent bien faire. C'est-à-dire qu'ils nous écoutent. Beaucoup d'autres acteurs nous disent, non, c'est interdit de venir nous auditer. Mais on est face à un paradoxe, c'est que plus ils répondent à nos demandes, au plus ça prend de la charge pour faire autre chose. Voilà, le problème il est là. C'est d'une part, au lieu de développer leurs produits, ils doivent pouvoir obtenir ces certifications sur des processus, même s'ils se sont améliorés avec l'ANSSI, ça demeure quand même un engagement très important. Et le deuxième, c'est tous ces acteurs français grands acteurs français qui débarquent et administration, qui leur demandent des audits à tir à l'arigot. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu un Yalta organisé autour de ça, c'est-à-dire qu'en gros, le fait, on peut en négocier comment partager ça. Et moi, je l'ai fait déjà avec des confrères. Voilà, je pense que je rejoins tout à fait ce que dit Didier. Il y a deux notions de partage en plus. Il y a la notion de partage amont, c'est-à-dire avant de choisir une solution, c'est regarder un petit peu ce qu'ont fait les autres et puis éviter de réinventer l'eau chaude, de refaire un test d'intrusion, etc., etc. Et puis, il y a également le partage sur incident. En France, on a quand même cette grande capacité de dire on dit rien. Or, c'est là où c'est intéressant de faire, à la limite, comme dans l'aviation, il y a un incident, il y a un rapport, et tout le monde en profite, quel que soit le constructeur, que ce soit Boeing ou Airbus, mais à un moment donné, voilà, il y a un travail en commun qui est fait. Aujourd'hui, on est encore trop dans la culture du secret, on se garde nos petits trucs à nous, et chacun réinvestit, remet de l'énergie dans le système, alors qu'un échange, je dirais, dans un cercle de confiance, ce que l'on fait, ce qu'on arrive à faire au Césin, c'est un gain de temps phénoménal. Je dirais, à un moment donné, profitons, je dirais, de l'expérience ou de la mauvaise expérience des uns et des autres. Je suis en complet accord avec ce que vous dites, mais peut-être on oublie un truc. On oublie l'intégration du système dans le système d'information de l'entreprise.
Et ça, c'est très important pour ne pas oublier que quand on intègre ce système qui ne gère pas de nouvelles vulnérabilités. Et typiquement, nous, ce qu'on fait chez Schneider, on a mis en place des usines de certification digitale pour que le système qu'on intègre SaaS mette en place du SSO pour qu'il se connecte et qu'on soit en multifacteur grâce à ça, et qui se connecte à notre Active Directory pour gérer l'identité. On check tout ce qui est aspect protection d'information, que ce soit aussi sur l'aspect GDPR, c'est très important. 3, on gère aussi l'aspect gestion de l'administration de ces systèmes. Et ça, l'intégration est nécessaire pour pouvoir assurer aussi cette diminution de vulnérabilité. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, effectivement. Et c'est bien, la démarche, moi, je ne peux qu'approuver. Mais c'est à un moment donné, donner un gage de qualité. Il n'y a pas un véhicule aujourd'hui qui soit vendu en France si la série n'a pas subi un crash test avant. Je dirais, à un moment donné, il faut arrêter de dire le numérique, c'est fabuleux, c'est l'alpha et l'oméga, tout le monde va y arriver, alors qu'il n'y a aucune garantie de sécurité de ce que l'on va utiliser. Aujourd'hui, si on pouvait arriver demain à avoir un security score, je dirais, le truc, celui qui n'a pas les moyens, il sait qu'il a un truc catégorie D, bon, c'est pas terrible, mais enfin, il y a un petit peu. Je pars toujours du principe que peu, c'est mieux que rien, mais qu'à un moment donné, ceux qui ont fait une démarche, vous avez un truc où vous pouvez avoir confiance. Confiance, c'est-à-dire dans l'utilisation immédiate, mais confiance dans le futur, c'est-à-dire que vous aurez, comme pour un véhicule, des pièces détachées pendant tant d'années, ou pour un électroménager. À un moment donné, on est encore trop sur ce dispositif où on fait confiance, on met en prod sans test, dédié par les des tests, donc d'intégration, et donc test unitaire, test d'intégration. Les vieilles écoles, on apprenait ça. Aujourd'hui, c'est quasiment plus fait. On met directement en prod. Et puis, et s'il y a un problème, aujourd'hui, on n'agit même plus sur des systèmes en phase test. On agit directement sur la prod. Donc là également, on soigne le symptôme et pas la cause. Je voudrais peut-être, parce qu'on a abordé, vous voyez qu'il faut au moins 2 jours pour parler de tout ça. C'est pour ça qu'on va en parler à Reims, mais on a abordé la problématique des montagnes de vulnérabilité. On a regardé effectivement ces sujets de logiciels développés à la maison et comment on les sécurise. On a abordé cette question des petits SaaS. Et je voudrais qu'on aborde maintenant la question des gros SaaS. C'est-à-dire, l'épisode SolarWinds, qui a été suivi de Kaseya, on avait connu NotPetya quelques années avant. On voit bien que finalement, quand... là, il s'agit évidemment d'attaques sophistiquées et donc étatiques, mais on voit bien que quand l'attaquant a envie est très motivé à pirater un logiciel, il y arrive. Et on sait bien qu'avec SolarWinds, le code de Microsoft a été atteint. On ne sait pas s'il a été volé, s'il a été modifié, etc. Mais en tout cas, ils ont atteint le cœur même du premier provider mondial de logiciels. Quand on pose la question à Guillaume Poupart, ce qu'on n'a pas manqué de faire à l'université d'été, il nous dit, baissez un peu les bras quand même en disant, que peut-on faire par rapport à ça? Alors on n'a pas la prétention au Césin d'apporter des réponses si Guillaume Poupart n'en a pas, mais il y a quand même quelques pistes, à mon avis, à creuser sur cette question-là, parce que on ne pourra pas continuer à être en mode réactif quand la bombe à retardement va arriver par un patch Tuesday ou par une mise à jour d'un grand logiciel que tout le monde utilise. Tout à fait. Philippe, ou Eric peut-être, parce qu'il doit se sauver. Je vais juste partir après. Il a sa moto qui chauffe. Exactement. Alors, je suis partagé dans la réponse, mais c'est vrai, hein, c'est un constat que les vulnérabilités augmentent et que ces systèmes, que SolarWinds, c'était vraiment quelque chose qui a révolutionné, qui, je pense, un vrai changement, un changement de paradigme. On s'est passé déjà avec Stuxnet, on se rappelle de ça.
Config-cœur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut réagir? Or déjà, on a parlé, c'est la formation des développeurs et le contrôle des tierces parties. Et comme tu l'as dit, c'est vérifier aussi l'utilisation des bibliothèques certifiées, validées, signées. Mais aussi, il y a une chose à faire et qu'il faut faire, c'est penser au pire et travailler sur le pire. C'est peut-être imaginer, tester des scénarios d'attaque basés sur sa veille, construire des chemins d'attaque sur les systèmes critiques et y remédier. Ça, c'est déjà très important, faire des exercices, tester les systèmes critiques. On ne peut pas tout tester, mais au moins tester ce qui est important. Et si il y a un système qui est critique comme SolarWinds, c'est pouvoir vraiment retravailler dessus, avoir des sauvegardes saines pour pouvoir bien sûr faire de la cyber-résilience. Ça c'est essentiel parce que ça va arriver le pire. Et puis dernier point, c'est pouvoir travailler sur une communication de crise parce que c'est vrai que ça peut arriver et donc il faut se préparer. Merci Eric. Merci. Bonne route. Didier ou Philippe, Je compléterai sur ce que vient de dire Eric. Il n'y a pas que les chemins d'attaque à vérifier, c'est tous les chemins d'incident, en fait, au sens général. Parce qu'on a trop tendance, depuis qu'on utilise le terme cyber, à ne voir que les attaques. Je rappelle simplement que l'ancêtre, sécurité des systèmes d'information, repose sur 3 piliers, disponibilité, intégrité, confidentialité, et qu'une perte de disponibilité, c'est un incident de sécurité. Et sécurité des systèmes d'information, certes, c'est pas une attaque cyber, c'est pas forcément une attaque cyber, et que trop souvent aujourd'hui, les gens se renvoient la balle en disant non, ça c'est un incident de prod. Donc la prod va tester, et que ce sont des gens qui font du mieux qu'ils peuvent, mais si on leur donne des applications qui sont complètement obsolètes, trouées, complètement vulnérables, les meilleurs du monde, ils feront avec leurs petits bras, mais ils feront du mieux possible. Mais ils n'arriveront pas à un système extraordinaire. Donc c'est vraiment l'intégration dès le départ. Tu as dit un mot qui est pour moi important et qu'on n'aborde pas assez, c'est l'obsolescence. Oui. L'obsolescence programmée. Donc le rythme s'est accéléré et de fait, ça accroît, je dirais, l'impact sur les vulnérabilités. Donc Alain, il y a une idée sur laquelle on a pas mal échangé, c'est-à-dire que comment nous, en tant qu'utilisateurs, et même dans le grand public, on a une vue un peu plus claire, finalement, par une notation éventuelle, A, B, C, D, peu importe, mais il faut qu'on retrouve finalement quelque chose qui puisse nous guider un peu mieux sur le sujet. Le deuxième, c'est quand on est face, moi, par habitude, quand j'ai un gros problème, j'essaie de le morceler, parce qu'il est évident que quand on a cette avalanche de vulnérabilité, il faut essayer de morceler le problème. Il y a un point sur lequel on n'échange pas assez, c'est la géopolitique de la vulnérabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a vécu 2019, un peu début 2020, plein de vulnérabilités sur les autorités de certification. L'axe essentiel de la confiance. Deuxième période pendant le confinement, il ne se passe pas un équipement, un outil, je dirais, informatique qui fait partie de la chaîne d'accès à distance, donc du télétravail. Il y a tout ce qu'il faut sur Internet, je vous encourage à regarder ça, c'est phénoménal. C'est phénoménal, le nombre de vulnérabilités identifiées sur cette chaîne-là, peu importe l'équipement. Et puis le deuxième, c'est la gravité de ces vulnérabilités. Donc, et puis troisième point, là, ça a été abordé sur certains réseaux sociaux, c'est la partie virtuelle. C'est-à-dire que l'axe essentiel de nos infrastructures cloud se fait énormément challenger en ce moment et sur lesquels, là, il y a quelques vulnérabilités très sensibles. Donc, il est important de retrouver finalement des clés de lecture. Bien sûr, il y a à adresser le volume et on en a abordé par l'automatisation de certaines tâches de développement et d'exploitation, c'est sine qua non, sinon on est foutu, mais aussi de comprendre finalement à doser en fonction de cette géopolitique de la vulnérabilité. Alors, excuse-moi Alain, pour répondre tout à l'heure à l'interrogation de Guillaume Poupard sur ce qu'on pouvait faire devant le constat, il y a peut-être une chose à faire, on est assez fort pour porter
des règlements, des directives européennes, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être qu'on se relève les manches, et également, plutôt que de faire un règlement global, c'est faire des textes et englober. Je prends le monde de la santé, puisque c'est un monde que je connais pas trop mal. On va faire un règlement européen sur les dispositifs médicaux. Pourquoi alors ça va être fait, heureusement, mais j'espère que ce sera bien fait. C'est intégrer la cybersécurité d'entrée de jeu. C'est à un moment donné, voilà les limites droites, limites gauches, et en dehors de ça, vous n'aurez pas le marquage CE médical. Et c'est valable pour tout. On est capable de le faire pour des automobiles, on est capable de le faire pour des réfrigérateurs, on n'est pas capable de le faire pour des applications numériques. C'est quand même un peu gros. Je pense qu'à un moment donné, il faut aller au-delà. Mais je pense qu'effectivement, enfin, je voulais finir par une note un petit peu optimiste, parce que j'ai pas envie que vous alliez tous vous pendre à la sortie de cet atelier. Il y a un excellent rapport que je vous invite à lire de l'OCDE sur la sécurité par conception des produits et services numériques. Et en fait, dans ce rapport, l'OCDE, alors je dis pas qu'ils apportent des réponses magiques, mais ils ont, et d'ailleurs on les a invités, troisième page de pub, on les a invités au Congrès pour présenter ce rapport. En fait, qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit des choses qui résonnent au niveau du CESA. Accroître la transparence et le partage d'informations. Parce qu'effectivement, quand on est au courant de vulnérabilité, c'est mieux si on peut en effet les partager. Devoir de diligence avec du security by design, de la gestion dynamique de la sécurité. Et on en a un tout petit peu parlé, mais aborder aussi les problématiques de fin de vie, de politique de fin de vie des logiciels. Troisième point, la coopération entre les parties prenantes. Entre les agences gouvernementales, les utilisateurs, les providers de logiciels, il y a en effet quelque chose, à mon avis, à construire et peut-être arriver à ce label rouge dont parlait Philippe tout à l'heure, qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et puis, dernier point que préconise l'OCDE, c'est promouvoir l'innovation. Parce qu'effectivement, dans ce domaine, l'innovation va être cruciale. Alors, je pense qu'il y a un point, moi, qui est quand même évident derrière tout ça. On disait les voitures tout à l'heure. Si on désosse une voiture aujourd'hui, il y a 70% de la voiture, c'est de la sécurité. Sécurité des biens, sécurité des passagers. Si on désosse un logiciel, allez, dans le meilleur des cas, il y a 5% de sécurité dedans. Donc, si on augmente évidemment le niveau de sécurité du logiciel, on va aussi augmenter son coût de développement. Donc la question qui va se poser à plus ou moins long terme derrière cette augmentation du niveau de sécurité par des labels et autres, c'est qu'il faudra aussi accepter dans les entreprises de payer plus cher les logiciels que vous louez ou que vous achetez. Je suis un peu moins pessimiste. Vas-y, Philippe. Et après, je voudrais qu'on laisse peut-être une ou deux questions dans la salle, parce que l'heure tourne. Mais pas nécessairement d'accord. Enfin, je veux dire, la qualité, il y a un peu plus de 15 ans, tout le monde se battait pour la qualité et puis les notions de qualité. Tout le monde disait, oui, mais si on fait de la qualité, ça va augmenter. Et bon, on s'est aperçu que assez rapidement, ça s'est régulé et qu'aujourd'hui, la qualité rentrée, c'est quelque chose de commun. Et pour moi, la sécurité, c'est quelque chose qui rentre, qui est une démarche qualité comme une autre. À un moment donné, c'est de donner confiance aux gens. Oui, peut-être qu'il y aura un surcoût au départ. Mais je pense que ça va très vite se lisser dans le temps et on va arriver à des produits de confiance a priori. Vu l'argent qu'on dépense pour regarder la vulnérabilité actuelle des logiciels, on pourra faire cette économie-là probablement à terme. On délivre des services de confiance sur ces briques-là. On les délivre, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un blackout complet de la France en termes de délivrance des services de confiance. Moi, j'ai un chiffre, il n'est pas à 5%, je pense. Mais c'est une vraie question. C'est quoi la part aujourd'hui de cette partie sécurité du logiciel?
Moi, ce qui m'embête, c'est plutôt l'articulation de ces briques. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas rester dans son silo et de dire « bon, moi, j'ai sécurisé ma brique ». Non, cette brique, elle est dans un ensemble qui est exploité par d'autres. Et aujourd'hui, effectivement, les différents modes de SaaS, en fait, d'un système d'information hybride, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire que pris séparément, on arrive plus ou moins à gérer l'histoire, mais c'est comment on les met bout à bout, et on n'a pas parlé des API. Donc, le sujet, il est là. C'est-à-dire que je suis un peu moins défaitiste. On est capable et on l'assume. Mais à un moment donné, là, en ce moment, il y a un cri d'alerte qui est de dire, à force d'assumer, là, nos soutiers, nos développeurs et dans la production, ils n'en peuvent plus, quoi. Et malgré l'automatisation, malgré le fait qu'on ait mis de l'orchestration, etc., etc. Et c'est en fait, c'est notre rôle aussi de dire, il faut les écouter, quoi. Merci, messieurs. Alors, il est presque l'heure. Si vous n'avez pas d'avion à prendre, on peut prendre quelques questions. Oui, vous parlez fort? Ou vous vous approchez? Oui. Pardon, alors moi je n'ai rien entendu. CHU de Nantes. Oui, non mais ça c'est CHU de Nantes, j'ai bien reconnu le personnage. Mais oui. Ah ben c'est parfait, c'est une table ronde. C'est fait pour ça. Ah. Non, bon, Allez, vas-y. la seule remarque, Cédric, c'est qu'il y a 15 ans, enfin, il y a 15 ans, je faisais plus de code, mais on essayait de faire du code propre. Alors, je sais pas, nous n'avons pas fait la même école, donc on n'a peut-être pas appris à faire du code propre, c'est possible. Non, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'ai pas dit qu'il y a 15 ans, on faisait du code qui était beaucoup plus joli. On faisait beaucoup plus attention à ce qui était codé. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand je vois certaines équipes de développement, c'est du clicodrome. C'est-à-dire, les gens ne font même plus la ligne de code. Ils sont directement, je clique, voilà. Et ça fait un programme, on ne sait pas exactement ce que ça fera. Derrière, les tests unitaires, les tests d'intégration, c'est pas fait. Et je te rejoins sur un point, et qui est une réalité, c'est qu'effectivement, à l'époque, il y avait moins, voire pas, d'interconnexion. Aujourd'hui, les portes d'entrée sont multiples sur les différents applicatifs, que ce soit dans l'IT ou dans l'OT. Ah oui. Michel Cazenave. Alors, celui qui répond peut peut-être reformuler la question pour que le... Oui, il y avait une question sur le partage des résultats des audits. Dans le secteur bancaire, on l'emploie de deux façons. Déjà, la première chose, c'est quand on s'aperçoit qu'on a le même fournisseur,
Ça se fait régulièrement. Les inspections générales des différentes banques font la mission ensemble sur le fournisseur et c'est compliqué de voir débarquer, je dirais, une inspection générale multi-banque. Bon, ça, on le fait. Et j'encourage les différents secteurs d'activité à s'organiser en ce sens. En tout cas, sur le secteur bancaire que je connais bien, on le fait. Le deuxième élément, je dirais qu'il y a plusieurs fournisseurs, non seulement dans la salle, mais aussi aux assises, sur lesquels, concrètement, moi j'étais intervenu en premier. Ça s'est passé difficilement, mais il y a eu la présence d'esprit, en tout cas l'intelligence du patron de la boîte qui s'est dit « j'ai une autre banque qui arrive », il m'a demandé l'autorisation de partager les résultats de l'audit. Et ça s'est fait tout naturellement. Alors après, on n'est pas à 50 ou 100 fournisseurs. Mais en tout cas, ça se pratique et c'est à souligner parce que j'encourage très fortement cette initiative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tu parles de mettre le label rouge? C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que Guillaume a pris peur quand je lui ai posé la question. Parce que, évidemment, les équipes qu'il déploie aujourd'hui pour certifier les quelques logiciels qui vont recevoir le label ultime utilisé dans des conditions OIV et autres, c'est clair que je ne pense pas que l'ANSSI se voit en capacité de certifier tous les logiciels de la Terre. Mais n'empêche que, l'OCDE le mentionne. Hein, c'est bien un sujet international. C'est bien un sujet. Puis en plus, les logiciels qu'on utilise sont de plus en plus des logiciels internationaux. Donc on ne va pas les certifier 50 millions de fois non plus. La question, c'était pas la certification, c'était l'évaluation d'un niveau quelque part. Tu fais un Royal Cap 5 étoiles. Pour un système informatique de modèle Michu, comment ça se passe? Et je pense que là, c'est intéressant, parce qu'évidemment, le Royal Cap, c'est pas la... Ah oui, pardon, je n'avais pas compris. Non. Mais, alors, il y en a quelques-uns qui ont... Alors, il n'y a pas de chiffres donnés à la clé ou d'étoiles données à la clé, mais aujourd'hui, il y a quand même quelques organismes qui peuvent annoncer utiliser ça, c'est mieux que rien. La CNIL le fait sur différents outils. L'ANSSI le fait également quelquefois sur différents outils en disant ça c'est mieux que rien, il n'y a pas la certification, il n'y a pas le CSPN, le machin, le truc, jusqu'à l'agrément pour certains réseaux. Le tout c'est d'arriver à se mettre d'accord. Effectivement, la grande difficulté, tu le sais bien par les postes où tu es passé, au niveau européen, mettre tout le monde d'accord sur une échelle commune, on en a pour quelque temps. Et puis je ne prends pas la remarque tout à l'heure de l'écologie en disant oui, aujourd'hui, il y a cette histoire de vulnérabilité, c'est systémique. Et il est important de l'aborder. Je ne donne pas de leçons sur la partie politique et par rapport à l'écologie, mais l'analogie, pour moi, est intéressante à travailler. Parce qu'il y a effectivement un écosystème sur lequel on ne se parle pas assez, on ne partage pas assez, et sur lequel il faut qu'on aborde ce sujet-là, très clairement. Une ultime question avant qu'on libère la salle. Oui. Et Cyril ? Si je relis la problématique, c'est le problème à la racine. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est une fois qu'on vous a livré quelque chose, on est en train, pour éviter de nager dans l'océan de la médiocrité numérique, comme on disait tout à l'heure, de patcher, de faire ce qu'il y a. Mais si à la racine, on met en avant, on n'a pas parlé, ou ce sera peut-être une table ronde, de la responsabilité pénale des éditeurs. Aujourd'hui, si vous faites des disclaimers, vous avez un scénario qui n'est pas responsable. Tout à fait d'accord. Tout à fait. Demain, si on livre un OS, vous livrez un système d'exploitation, et si on tourne plus de X CDSS de 9+, vous êtes pénalement responsable, je pense que les mecs vont arrêter de livrer des... Oui, on parlait de la responsabilité pénale sur certains éditeurs qui peuvent par moment dépasser les bornes. Dans la préparation de la table ronde, je dirais qu'on ne voulait pas rentrer dans la stigmatisation, même si on le pense tous et à demi-mot, on l'a dit.
Il est évident qu'aujourd'hui, le contrat n'est pas vraiment suffisant pour faire bouger les lignes. Et c'est un axe, effectivement, sur lequel il va falloir travailler un peu plus. Ouais. Mais je voudrais juste, pour peut-être conclure sur une note, je ne sais pas si elle est optimiste, mais enfin, on a eu au congrès dernier congrès une excellente intervention de Pierre Gachon de chez Renault, qui est venu nous expliquer comment la sécurité logicielle était embarquée dans les voitures autonomes et à quel niveau finalement l'exigence avait été mise par les différentes réglementations. Mais c'est en gros l'explication de Pierre, c'était de dire on n'y arrivera jamais. Ils ont mis tellement la barre haut. Pourquoi ils ont mis la barre haut ? Tout simplement parce que ce sont des bagnoles et que ce sont, encore une fois, des cercueils avec des roues. Donc, du coup, effectivement, le législateur et toute la réglementation qui s'est montée autour de la voiture autonome a mis la barre très très haut. Donc, du coup, pourquoi on ne pourrait pas, peut-être pas mettre cette barre-là, évidemment, sur l'ensemble du logiciel, mais mettre un niveau d'exigence et ça rejoint un petit peu ce que tu dis sur le côté politique et réglementaire de la chose, et donc pénal, effectivement, rehausser le niveau d'exigence à la racine. Je vous remercie. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis, bien, rendez-vous aux prochaines assises à Monaco et accessoirement au congrès du Cézanne au mois de décembre. Merci.